RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et avec cette crise qui dure, la situation sanitaire est grave. Pour en parler, vous recevez le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins. Oui, le docteur Paul Méjean qui est avec nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire effectivement un point. On a beaucoup parlé du fonctionnement du CHT ou de la clinique, mais c'est tout le monde médical qui est impacté évidemment par cette crise. D'abord, est-ce qu'on peut dresser un bilan des exactions qui ont touché ou qui ont visé un certain nombre de cabinets médicaux? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un nombre précis de cabinets médicaux qui ont disparu? Alors, le nombre précis, c'est un peu compliqué dans la mesure où vous avez ceux qui ont été totalement détruits. Donc, il y a bien une quinzaine de cabinets qui ont été totalement détruits. Après, vous avez tous ceux qui ne peuvent pas exercer pour d'autres raisons, parce qu'ils sont dans une situation géographique et de localisation où on n'a pas accès. D'une part, le médecin n'a pas accès, d'autre part, c'est les patients qui n'ont pas accès au médecin. Après, vous avez quand même une collaboration avec les pharmacies. Donc, on peut très bien être médecin dans un coin et ne pas avoir la pharmacie qui soit à côté de soi pour que les patients cherchent le médecin. Donc effectivement, ça c'est du point de vue libéral. Vous avez des médecins généralistes majoritairement, vous avez des médecins spécialistes qui sont dans la même situation. Après, vous avez effectivement l'impact direct sur la même question de sécurisation et de positionnement géographique avec le CHS, avec le CHT, la clinique, etc. Donc les médecins, mais il n'y a pas que les médecins, il y a tout le monde médical, il y a tous les aides-soignants, les infirmières, etc. qui ne peuvent pas se déplacer, qui passent des nuits et des nuits au CHS, au CHT, à la clinique. Oui, c'est tout un monde qui est impacté. Un petit mot rapide, parce qu'on a beaucoup parlé, je le disais, du CHT, de la clinique. Au CHS aussi, la situation est compliquée, telle que vous le savez? La situation est compliquée au CHS dans la mesure où, effectivement, on n'a pas pu mettre en place de transfert par voie maritime, parce qu'effectivement, il y avait quand même quelque chose qui se faisait par voie terrestre, sauf qu'effectivement, si le pont de nos villes était libéré, il restait quand même l'embranchement avec la clinique. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec l'école d'infirmières, etc., dans le coin, avec les barrages, donc il était quand même très difficile pour le personnel de se déplacer quand on slalome entre des carcasses en feu, etc., avec des gens qui vous regardent de mauvais œil. Non, il y a des heures impossibles, soit très tôt le matin de nuit, soit très tard le soir parce qu'on travaille jusqu'à 19h. C'est pas du tout évident. Ce sont des personnels qui ne sont pas habitués à ce genre de choses. Le CHS, c'était quand même quasiment gardé et protégé par des gens du quartier. Dans la grande rue Echembecher, qui la plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent au CHS. Alors qu'on comprenne bien la situation, docteur Paul Méjean, est-ce qu'il existe au niveau territorial une sorte d'unité de coordination médicale? Comment vous faites? Parce que j'imagine que les médecins entre-communiquent, essayent de s'organiser au mieux pour répondre aux besoins de la population. On va y venir après. Est-ce qu'il existe une unité de coordination ou pas? Alors, unité de coordination, je n'ai pas connaissance de cette unité de coordination. La seule unité de coordination est celle que nous avons tous dans notre ADN de médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, les médecins se connaissent entre eux. Il n'y a pas de barrière libérale hospitalière ou salariée, etc. Ouais. Ça n'existe pas. C'est les politiques qui veulent la mettre en place. Mais nous, on ne la connaît pas. Donc, c'est parce qu'on se connaît. C'est parce que la plupart d'entre nous sommes là depuis très longtemps, où on s'appelle et on organise quelque chose. Mais effectivement, je ne peux pas dire à l'heure actuelle qu'il existe une unité qui va dire, bon ben voilà, vous avez le conseil de l'ordre, les syndicats, la CME des différents hôpitaux, on discute, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Cette cellule n'existe pas. La DAS fait ce qu'elle peut avec sa propre cellule. L'État, effectivement, fait ce qu'il peut, mais ça, c'est tout à fait différent parce que c'est la santé et l'effort médical vient par l'intermédiaire de la sécurité civile métropolitaine qui est encore quelque chose de régalien. Alors, dans la situation actuelle, est-ce que vous, médecin, vous avez une inquiétude sur les soins pour les personnes qui pourraient souffrir d'un certain nombre de pathologies et qui auraient difficulté à accéder à un médecin aujourd'hui? Dans un premier lieu, ce sont tous les soins de maintien en vie. Et je ne parle pas que des soins palliatifs, mais je parle bien entendu, et vous en avez longuement parlé, de la dialyse. Mais vous avez les chimiothérapies, vous avez d'autres traitements qui, effectivement, dont la vie dépend. Et la vie, elle dépend dans le sens, non pas je vais aider ou attendre la fin, mais tout simplement pour justement gagner la vie, donc arriver à vivre par la suite. Ça, c'est une chose spécifique, mais vous avez aussi le b.a.-ba de tous les jours, de la médecine générale, de la médecine spécialisée, où soit les cabinets ont disparu,
soit les médecins, quand ils peuvent faire, ben, ils peuvent exercer, mais ils ne peuvent pas aller à leur cabinet, qui lui n'a pas disparu, mais c'est le médecin qui ne peut pas y aller. Il y a une relation aussi qui est une relation de collaboration avec les pharmaciens. Vous pouvez très bien avoir dans un coin un médecin et la pharmacie qui soit de l'autre côté. Et encore faut-il que cette unité soit joignable par le patient. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a obtenu quand même qu'on puisse avoir des consultations téléphoniques, qu'on puisse transférer comme pendant la Covid, c'est-à-dire les dernières ordonnances, eh bien, elles sont renouvelées quand c'est des ordonnances classiques, elles sont renouvelées pendant encore un mois. Donc effectivement, pour la vie de tous les jours des patients, on arrive à faire face, parce qu'on se connaît encore une fois tous, parce qu'on collabore entre nous, les infirmiers, les kinés, les spécialistes, les médecins, les pharmaciens. Effectivement, on se connaît depuis tout le temps, on a toujours travaillé ensemble. Donc il y a moins de difficultés. Maintenant, se pose la question de la phase aiguë. À Nouméa, pendant l'état d'urgence, oui. Effectivement, eh bien, avec les pompiers territoriaux, les DCGR ont mis en place un poste médical avancé, eh bien, il faisait lieu d'urgence. Mais quand même, on a quand même déplacé, si vous voulez, l'hélicoptère pour des urgences médicales, parce que tout simplement, les ambulances ne passaient pas. Je veux dire, à un moment donné, ça va avoir un coût. On a fait ce qu'on a pu. Il y a eu des accouchements, il y a eu des prises en charge de victimes par balle ou autre. On a eu l'aide des pompiers professionnels de Marseille ou de Paris, de la sécurité civile. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On fait. Le monde médical sait s'organiser parce qu'encore une fois, bon, ben on a un code de déontologie, on a prêté serment, donc on sait le faire. Mais après, on est quand même un tout petit peu seul quand même. Parlons de votre cas personnel, puisque votre cabinet médical lui a été touché par les exactions. Votre cabinet à Rivière-Salée a brûlé. Alors comment vous organisez-vous? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos patients? Alors déjà, j'étais de garde le premier week-end après le début des manifestations. Moi, j'ai pris ma garde dans un cabinet que des confrères, des consoeurs m'ont prêté. À côté, il y avait une pharmacie. La pharmacie elle a bien voulu ouvrir. Donc on a fait le cabinet comme ça, sauf que bon, il était dans un quartier de Nouméa, tout était bloqué, donc effectivement j'ai vu les gens du quartier. Après effectivement, difficilement, puisque mon cabinet a été touché, j'ai réussi par l'intermédiaire de l'OPT de faire le transfert de mon numéro de cabinet directement sur mon portable. Donc effectivement, je réponds un coup de fil, j'envoie des ordonnances par mail. Je donne des conseils et puis on s'arrange avec les médecins, les infirmiers, ceux qui peuvent voir les gens à domicile pour continuer les soins. Mais on peut parler de fonctionnement dégradé dans ce cas-là? Il est plus que dégradé, oui. C'est un fonctionnement qui est dépendant de la personnalité du médecin et tout simplement de son réseau. On travaille en réseau. Donc des infirmiers qu'on ne connaît pas mais qui viennent, je suis un tel, j'ai pris la suite à un tel. Donc oui. Mais encore une fois, si vous voulez, c'est ce qu'on a dans l'ADN d'un professionnel de santé. Alors, docteur Paul Bégin, il faut aussi parler de la suite, parce que cette situation aura des conséquences. Est-ce que vous êtes inquiet? On sait que certains endroits du territoire ont de la peine à recruter des médecins. On sait que c'est compliqué parfois au CHT. Est-ce que ce qui s'est passé risque de peser encore un peu plus finalement sur le monde médical et sur la présence de médecins ou de spécialistes en Nouvelle-Calédonie? Oui. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a effectivement des médecins qui doivent arriver, qui ne sont pas arrivés. Il y a des médecins qui se posent des questions. Et je ne vous cache pas qu'au Conseil de l'Ordre, nous avons reçu des mails de médecins qui sont installés soit en hôpital ou en salarié, soit en libéral, qui nous ont dit, écoutez, nous, on arrête. On rentre à Métropole ou on va ailleurs. Mais nous arrêtons. Donc si quelqu'un veut prendre le cabinet, il n'y a pas de souci. Oui, c'est très compliqué. On sait qu'il y avait des filières qui avaient été mises en place, notamment pour faire venir du personnel étranger, mais avec un niveau de formation requis et validé. Ça aussi, oui, tout à fait. Bon, c'est un stand-by, si vous voulez, sur la petite trentaine de médecins que la commission d'acceptation de médecins hors Europe, hors France, etc. Eh bien, il y en a une consoeur qui continue à vouloir venir en Nouvelle-Calédonie. Elle ne sait pas quand. Mais c'est vrai que tous les autres, pour le moment, ils ne vont pas venir. Ce sont des médecins qui viennent d'Afrique, donc qui ont quand même une histoire de ce qui est des rébellions, de ce qui est des situations civiles hautement sous tension. Bon, effectivement, ils se posent des questions quand même. Bon, après, effectivement, on a mis en place aussi, parce qu'il y a ce qui va se passer. Oui, il va y avoir des médecins qui vont partir,
des confrères et des consoeurs des provinces, que ce soit nord ou île, nous posent les problèmes, nous posent la question de savoir. Il y a des médecins qui s'en vont, ils arrivent en fin de contrat. Il y a des médecins qui doivent arriver, qui ne sont pas arrivés. Et il y a des médecins qui ne veulent plus arriver. Et puis il y a des médecins qui ont démissionné tout simplement de leur poste en disant ben non, on ne peut pas travailler dans ce. Vous savez, quand vous vous faites traiter de tous les noms d'oiseaux que tout Calédonien connaît par cœur et qu'on entend sur la radio, quand vous avez un blessé ou quelqu'un qui est malade et que vous lui donnez les premiers soins et que vous faites traiter de tous les noms d'oiseaux, effectivement, vous dites c'est un sacerdoce, certes, mais enfin quand même, on n'a rien fait pour qu'on se comporte comme ça. Donc les médecins, ils s'en vont aussi. Hein. Dans ce cas-là, dans cette situation particulière, quel rôle joue le Conseil de l'Ordre? Il fait justement ce rôle de coordination quand il peut? Eh bien, nous avons heureusement une chance par rapport aux autres institutions, qu'elles soient syndicales ou administratives et autres, c'est que tous les médecins doivent être inscrits au Conseil de l'Ordre. Donc nous avons le fichier de tous les médecins. Donc depuis le début, que ce soit notre secrétaire général, le docteur Lemont, ou notre responsable de l'entraide, le docteur Marais, eh bien on a mis en place des cellules, on a mis en place des communiqués, on a envoyé à tous les médecins des encouragements et des questionnements pour savoir quel est l'état de leur cabinet, est-ce qu'ils peuvent exercer, est-ce qu'ils ne peuvent pas exercer, de quoi ont-ils besoin. Nous avons la chance d'avoir une convention avec le Conseil national donc, qui a débloqué donc, des fonds du côté de l'entraide, pour que les médecins sinistrés puissent faire quelque chose et avoir le minimum. Parce que quand un cabinet disparaît, si on n'avait pas son sac de visite, moi j'ai mon sac de visite, mais c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qui est resté. Bon, j'ai un stéto, un médecin n'a pas besoin de grand-chose, un tensiomètre, un stéto, les abaisse-langues, on peut prendre la queue d'une fourchette ou d'une cuillère, et puis on fait la médecine. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein. Est-ce que vous auriez un message ce matin pour terminer à faire passer, peut-être pour le monde médical et pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui comme ils le peuvent? Le message, il est passé tout seul, encore une fois, comme je vous dis. Nous sommes formatés dans le bon sens à aider. Donc, nous faisons tout ce qu'on peut, effectivement. Et puis que le monde médical nous fasse part des difficultés pour qu'on puisse, nous, de notre côté, faire quelque chose. Maintenant, effectivement, il serait quand même intéressant d'arriver, au bout de 3 semaines, voire plus, d'arriver à avoir quand même une unité de discussion. Parce qu'encore une fois, je vous dis, les syndicats font ce qu'ils peuvent de leur côté, le Conseil de l'Ordre de leur côté, les administrations de leur côté. Heureusement qu'on se connaît, heureusement qu'on peut échanger, mais il n'y a rien qui soit de façon globale et concertée. Docteur Paul Béjean, vice-président du Conseil de l'Ordre, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.